regarder le chat. Est-ce qu'on a le chat? Wow, ça marche. Ça fonctionne. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout va bien? Bonjour, bonjour. Bah, il n'y a personne là pour l'instant, évidemment, j'ai rien. Mais ils vont arriver progressivement. Mais toi, peut-être qu'il faut aller. Tu veux que je te regarde toi ou quoi comme ça? C'est vrai qu'on a envie de se regarder. Mais alors. Je suis désolée, je bloque sur moi au lieu de bloquer sur toi. L'intérêt, ça va être de regarder le chat là, en fait. Comme ça, là, il y a les gens. Ok, je vais me concentrer là-dessus. Voilà. Ou alors, il y a la caméra, comme à la télé. Non, mais j'ai regardé ça. Je te regarde toi. Mhm. Alors, super, voilà, ça fait vraiment ridicule de tenir le casque. Est-ce qu'on commence tout de suite ou est-ce que je pars du principe que je vais te chercher un gobelet pour boire un petit peu, histoire que tu te dessèches pas le temps que les gens arrivent en fait. Là, tu vois, ils sont 176. Mais je reste. Ou l'inverse, tu veux aller te chercher à boire? Comme ça, tu mets ce que tu veux dans ton gobelet. Moi, je suis au café, je reste... Bah, t'as le droit de mettre ce que tu veux dans ton gobelet, voilà, c'est ça, exactement. Évidemment, il est 19h. Ah, j'aurais pu titrer ça apéro avec Aurélie Trouvé. Très bien. Alors, je vous décris un petit peu ce qui se passe autour. Bon, après, je pense que vous le voyez peut-être sur d'autres réseaux. Il y a Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé. Il fait la tournée, il prend des selfies avec tout le monde. Tout le monde veut parler avec Jean-Luc. Et bon, bah, Jean-Luc Bing, Jean-Luc, hein, il va voir les gens. Il fait alors, vous faites quoi ici? C'est quoi ça? C'est quoi le stream? Ça veut dire que vous jouez aux jeux vidéo, c'est ça? Donc, il fait un peu le tour de tout le monde. Donc, on a déjà discuté sur cette chaîne avec Aurélie Trouvé. Il y a de ça quelques mois, c'était au sortir de la pandémie, je crois que c'était quand ils avaient publié alors on va revenir là-dessus, hein, quand ils avaient publié l'appel Plus jamais ça. Et quand ils avaient publié ça, c'était à la fois Attaque et pas mal d'autres orgas, Oxfam, je sais plus, les Amis de la Terre, ATD Carmonde, tout ça, enfin tout le secteur associatif altermondialiste. Et je crois qu'à cette époque, Aurélie Trouvé était encore présidente ou porte-parole d'Attaque. Et depuis, elle a rejoint le Parlement de l'Union populaire où elle a pu enfin devenir présidente d'un truc, si elle ne l'était pas avant, peut-être qu'elle était juste porte-parole. Là maintenant, elle est présidente du Parlement de l'Union populaire. Donc c'est quand même un sacré passage de passer du secteur associatif à vraiment la conquête du pouvoir, la politique, la vraie politique, avec une équipe, avec une campagne, et pas n'importe laquelle, la campagne présidentielle, dans la situation dans laquelle on est, machin, elle se retrouve à défendre la candidature de Jean-Luc Mélenchon comme beaucoup de monde, mais elle s'y est pris un peu plus tôt. C'est vrai qu'on a pu constater qu'il y avait beaucoup de monde... comme disait Jean-Luc, hein, les mouches vont changer d'âne. Les mouches sont en train de changer d'âne. Il y a beaucoup de mouches qui gravitent, notamment ici ce soir, autour de Jean-Luc Mélenchon, et qui n'étaient pas, on va dire, des mélenchonistes de la première heure. C'est arrivé. Très bien. Bah, moi j'ai comblé. Je suis en train de dire de la merde. Je suis en train de dire les mouches vont changer d'âne. Tu connais cette citation? Les mouches vont changer d'âne. Alors voilà, va falloir que je fasse ça en fait. Bon, voilà, c'est vachement sympa. Salut tout le monde! Alors tu vois, il y a un décalage. Là, tu viens d'arriver, Ouais, alors que... Voilà. Alors, bonsoir Aurélie Trouvé. Bonsoir Usul! Alors, ça fait longtemps. Tu étais déjà venu sur cette même chaîne il y a quelques mois. Je voudrais qu'on commence par ça. Je crois que c'était juste après l'appel Plus jamais ça. Ouais, même, je crois que c'était il y a 6 mois pour mon bouquin Le Bloc Arc-en-Ciel, il me semble. Non, mais je l'ai reçu, mais on n'a pas fait d'entretien parce que je fais plus d'entretien sur Twitch. Donc, Exact. Et ben c'est marrant parce que à l'époque, non, effectivement, j'étais responsable de présidente d'Attaque, alors pas du tout engagée encore dans l'Union populaire. Voilà. Donc j'ai changé de casquette. Voilà. Mais alors, est-ce que l'engagement du coup dans l'Union populaire vient du fait que l'appel Plus jamais ça n'a pas été suffisant pour que les partis politiques, ou la France insoumise en particulier, on peut même aussi mettre les Verts, enfin le bloc arc-en-ciel, le bloc des justices,
artistes, ça dépend, ait pris en compte ce qui s'était passé et puisse faire des liens avec le secteur associatif. En fait, ça s'est pas fait, c'est ça? Ah non, ça n'a rien à voir. Enfin, à mon avis, enfin moi, pour changer le système, je pense qu'il y a d'une part les mouvements sociaux, les luttes sociales, les luttes écologiques, etc. Et puis il y a aussi ce qui a trait à la conquête des institutions, à la conquête du pouvoir, aux bagarres à l'Assemblée nationale, dans les conseils municipaux et tout ça. Bon, il se trouve que des fois les gens ont plusieurs casquettes en même temps, mais en l'occurrence, moi je me suis battue dans les mouvements sociaux et plus jamais ça à sa propre vie, j'ai envie de dire. Donc c'est toutes ces organisations, CGT, Greenpeace, Attac, tout ça qui se sont réunies et qui se fédèrent au niveau des mouvements sociaux. Et moi, pour ma part, voilà, j'arrive au bout d'un cycle. En ce qui me concerne personnellement, ça fait 20 ans que je suis dans le mouvement altermondialiste, 15 ans que je suis responsable d'Attac. J'avais un peu l'impression de devenir le Loufouette Boigny du mouvement social, tu vois, un peu. Non, je rigole, mais c'est un copain qui m'a dit ça la dernière fois. Et voilà, il était temps que je passe le relais dans Attac. Et puis par ailleurs, voilà, je fais de la politique autrement là. Donc là, tu vas passer du plaidoyer à éventuellement, je sais pas, le travail parlementaire? Je considère qu'on ne faisait pas du plaidoyer, surtout à Attac, même s'il y a des organisations qui le font très bien, le plaidoyer, tant mieux. Mais c'était plus proche des mouvements sociaux et c'était plus de l'agitation. Bah c'est moi, tu sais, je dis que je suis désolée, je vais faire mon intello, mais tu vois, pour moi, il y a une stratégie un peu institutionnelle, tout ça. Tu as une stratégie dans les luttes, hein. Donc ça, c'est plus le plaidoyer, compagnie. Tu as une stratégie qui est plus la stratégie, on fait une alternative locale, concrète, type monnaie locale, la ZAD, etc., des alternatives au capitalisme un peu concrètes. Et puis tu as une autre logique qui est celle de confrontation par la grève, les gilets jaunes, la désobéissance civile. Pardon, on a eu des problèmes de micro. Regardez notre micro. Hein. Notre micro est un casque détourné puisqu'on s'est fait piquer le micro par Calivision. Bah, tu vois, il y en a qui... Ah, qui est Aurélie Trouvé? Bah oui, qui est Aurélie Trouvé? Donc on l'avait déjà reçu, Aurélie Trouvé, qui, bah oui, Attac. Après, si vous connaissez pas Attac, ça va aussi être plus compliqué. Qui vient donc du coup plutôt, comme tu l'as, bah, t'as tout dit, de toute façon, mouvement social, altermondialisme, plutôt une figure qui vient pas des partis politiques. Tu sais, notre slogan dans l'altermondialisme, là, c'est une association Attac, hein, par ailleurs, mais qui agglomère plein de syndicats, d'associations et tout ça. Et en fait, notre slogan, c'est un autre monde est possible, mais depuis 20 ou 25 ans. Donc aujourd'hui, voilà, t'imagines à quel point ça me fait plaisir de voir que le message principal dans cette campagne, c'est un autre monde est possible. Pour moi, il y a une cohérence énorme, tu vois, entre ce que je faisais avant comme militante bénévole, hein, c'est pas mon boulot, et puis maintenant, voilà, de m'être engagée dans l'Union populaire avec ce Parlement de l'Union populaire, quoi. Bah, oui, ça me parle d'autant plus qu'un autre monde est possible. Moi, à cette époque-là, je collais des affiches Besancenot. Donc, c'est en effet, c'est la même époque. Voilà. Et il y a... merde, j'avais une question. Oui, voilà. Une fois, je me suis retrouvé à dire sur un plateau que finalement, Mélenchon, ça aurait été une gauche réformiste qui aurait digéré l'altermondialisme. Est-ce que c'est débile ou il y a un peu de fond de vrai? Bah, alors, tu sais que Jean-Luc Mélenchon, mais je pense que l'Union populaire se dit anticapitaliste, en fait, parce qu'il s'agit quand même de renverser les logiques capitalistes quand on dit que... on est d'abord pour une socialisation en partie du secteur bancaire, de l'économie, pour un pôle public de l'énergie, pour un pôle public bancaire, etc. C'est un recul énorme des frontières du marché et c'est en fait bouleverser les fondements du capitalisme, parce qu'en gros, qu'est-ce qu'on dit? On veut gouverner par les besoins, donc c'est l'inverse du capitalisme qui, lui, gouverne par la rentabilité à court terme des capitaux. Donc, quelque part, on est capitaliste, alors dans le sens où c'est ça c'est à ça qu'on veut aboutir. C'est de faire en sorte que les décisions principales dans la société, dans l'économie, ce soit des décisions en fonction des besoins concrets des gens et de l'écologie et pas en fonction de la rentabilité à court terme des capitaux des actionnaires. Bon, bah, quand tu dis ça, en fait, c'est un changement de système énorme dans l'économie qui vise en fait à bouleverser et à s'attaquer aux racines du capitalisme. Voilà. Alors, à l'époque aussi, dans l'altermondialisme, il y avait centrale la question des institutions supranationales, type FMI, OMC, on parlait tout le temps de ça, de à quel point ces institutions venaient dévaster les économies en demandant d'ouvrir les barrières douanières partout, de faire un grand marché de partout, de mettre tout le monde en concurrence, etc. On entend beaucoup moins ce discours contre l'OMC, contre le FMI aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'en fait leur travail de sape, ils l'ont fait et que maintenant il y a
plus tellement besoin d'eux, ou pourquoi on l'entend moins, y compris dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? En fait, on l'entend pas mal, moi je trouve, dans la campagne de Jean-Luc. Il parle beaucoup notamment des Nations Unies et du fait d'avoir une régulation internationale. Après, c'est vrai que moi je viens d'un mouvement, en fait, je dis tout le temps, je suis née en 79. Pourquoi je dis 79? Parce que c'est l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher. Et quelque part, je fais partie de cette génération qui est née avec le néolibéralisme économique. C'est-à-dire qu'on n'a connu que le néolibéralisme économique. Peut-être qu'il y a les 2 ans de Mitterrand de 80 à 83, et encore on peut s'interroger. Voilà, mais on était tout petits. Et sinon, on n'a connu que ça. Et le mouvement altermondialiste, c'est effectivement de combattre ce que disait Margaret Thatcher, c'est-à-dire there is no alternative. C'est-à-dire, il y a que, enfin, en gros, d'instaurer une pensée unique, et c'est la fin de l'histoire. Et en fait, le capitalisme, c'est quelque chose qui durera toujours. Et ce que dit Marx, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le capitalisme n'est qu'une période de l'histoire, et que voilà, il y aura un autre système, et j'espère que ce sera le nôtre, celui qu'on prône, c'est-à-dire celui qui part des besoins humains, quoi. Voilà, tout ça pour dire que ensuite sur les institutions, j'ai fait une grande parenthèse sur les institutions. C'est vrai que c'était une époque qui était gouvernée par l'Organisation mondiale du commerce, qui disait voilà, il faut libéraliser les marchés et c'est la concurrence internationale qui doit primer sur le reste. Depuis, je dirais, ça s'est pas amélioré, parce que même si l'OMC est en panne, il n'y a plus d'accords depuis les années 90 global. En fait, il y a une multiplication de ce qu'on appelle les accords de libre-échange bilatéraux, donc directement entre 2 régions du monde. Il se trouve qu'il y en a des centaines. C'est les fameux traités, TAFTA, etc. CETA, TAFTA, avec le Mercosur, compagnie. Il se trouve que l'Union européenne, c'est la championne du monde des accords de libre-échange. Et en fait, ça revient à aller encore plus loin que l'OMC en termes de libéralisation. Donc en ce moment, ça va pas mieux, c'est de pire en pire. Et Macron est un accro des accords de libre-échange, on va dire ça comme ça. Et donc ça veut dire que en même temps, faire face à ça, c'est hyper compliqué pour le mouvement altermondialiste, parce qu'il y en a des tonnes dans le monde. Et donc avant, on se retrouvait dans des sommets, dans des contre-sommets à l'OMC. À Seattle, ensuite à Doha, etc. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que tu en as des centaines d'accords de libre-échange, ils sont ultra compliqués sur le plan juridique. Comment on s'attaque à ça? Enfin, voilà. Donc, c'est un peu plus compliqué quand même. Je dis ça parce que du coup, ces fameux contre-sommets de l'OMC, oui, ils n'existent plus comme ça, quoi. Parce que le monde a changé, il s'est complexifié, quoi. Et ils sont où les grands rendez-vous altermondialistes et contre-sommets aujourd'hui? C'était quoi le dernier vraiment? C'était contre le G7? Le G7, à Biarritz, dont j'étais la porte-parole à l'époque, on était quand même plusieurs milliers sur le camp en permanence. On a eu une manif à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et les capitalistes, ils ont appris à gérer ça? Ça, c'était tout. Oui, alors en même temps, on a quand même un tout petit peu réussi quand même à rompre, tu vois, le ronron médiatique là-dessus, à faire entendre nos voix. Mais c'est sûr que c'est compliqué. Mais donc moi, c'est ce qui fait aussi que je pense que la désobéissance civile aujourd'hui, elle devient nécessaire, si tu veux. On a une telle chape de plomb médiatique qui fait que dans Attaque et dans bien d'autres mouvements, aujourd'hui, c'est la désobéissance civile aussi qui nous permet de rompre ce mur médiatique, de rompre ce ronron. Et puis, donc, moi, je défends en fait la multiplicité des tactiques, la complémentarité des tactiques. C'est-à-dire que, ce que je vous disais, il y a une stratégie confrontationnelle, institutionnelle, aussi d'alternatives concrètes. Il y a plein de choses. Et aujourd'hui, on n'est plus il y a 20 ans, dans les grands contre-sommets. Aujourd'hui, une multiplicité d'initiatives. Par exemple, si on regarde la réforme des retraites, on a réussi à la bloquer par plein d'initiatives, par ce qui s'est passé dans la rue, par la bagarre à l'Assemblée nationale, par un certain nombre de députés, etc. Puis par des trucs assez fous aussi, des concerts, des grèves étonnantes dans des secteurs étonnants. Les blocages dans les pardon, quand on allait là, devant les trucs de bus, bloquer les bus. Les dépôts de bus. Les dépôts de bus, pardon. Les piquets de grève qu'on allait faire avec les copains de la RATP, etc. Voilà. Les jets de robe d'avocat, les rosies qu'on a menés avec les copines dans les manifs. Enfin, voilà, tout un tas de choses qui font que, avec aussi la bagarre qu'il y a eu à l'Assemblée, avec les députés notamment de la France Insoumise, bon voilà, on a réussi à bloquer ce truc-là. Inch'Allah, nous allons le transformer en victoire politique, mais voilà. Donc maintenant c'est sympa, le monde politique, la campagne, comment tu as traversé ça? Parce qu'on t'a donné un rôle important quand même, président du Parlement de l'Union Populaire,
Ça va, ça claque. Ça claque. Bah, en fait, le Parlement de l'Union populaire, je vais raconter ce que c'est un peu, c'est une idée, ça fait déjà plusieurs mois qu'on l'avait, c'est l'idée d'abord de répondre à ce désir de rassemblement dans la gauche et l'écologie, mais pas rassembler pour rassembler, parce que si tu rassembles sur des programmes complètement différents, ça sert à rien. Donc l'idée, c'est de rassembler sur un programme de rupture qui est l'avenir en commun. Et c'est bien parce qu'on a une colonne vertébrale politique, le programme de l'avenir en commun, qu'on peut avoir une énorme diversité de personnes dans ce Parlement. Et donc ce Parlement, tu as moitié des historiques de l'AFI, tu en as 150, et puis moitié des gens qui arrivent, quoi, qui comme moi, c'est leur première campagne électorale. Donc tu as voilà, des écrivains, des meneurs et meneuses de lutte. Par exemple, si je prends les féministes, moi je vais parler des femmes, ça me fait plaisir. Tu as Rachel Keke, qui est par exemple qui a mené la lutte pendant 22 mois avec les femmes de chambre de l'hôtel Ibis. Mais tu as aussi une écrivaine comme Annie Ernaux. Ça aussi, ça claque. Ça claque, hein. Mais tu vois, t'imagines la diversité qu'il y a. Aline Lotutala qui a mené sur Aubervilliers la lutte contre les passoires thermiques et qui continue à la mener, qui est voilà, des femmes extraordinaires de meneuses de lutte. Voilà, rien que dans le mouvement féministe, tu vois, t'as des grandes figures et donc tu as tout ce monde-là qui se met non pas seulement dans un truc de faire valoir et de comité de soutien, c'est vraiment un espace de travail collectif. Et vous avez travaillé sur quoi? Bah, déjà, on a participé sur le fond, là, les plans, les programmes et tout ça. Livrets, thématiques? Voilà, alors, les plans plutôt, parce qu'on arrive au mois de décembre, donc c'était surtout les plans. C'est quoi les plans? Bah, en fait, c'est ce qui décline plus concrètement du programme, mais thème par thème, on les a développés, et puis ça fait parler du fond et tout ça. Après, par exemple, il y a un groupe d'une trentaine d'économistes qui a bossé sur le chiffrage économique. T'as tous ceux qui ont fait les meetings, les réunions publiques, t'en as plein qui ont participé à ça. Alors toi, tu étais dans presque tous les grands meetings à annoncer la superstar qui arrivait derrière. Ouais, on m'a traité de chauffeuse de salle. C'était sympa à faire ça Mais en fait, au-delà de ça, c'était montré, et je suis désolée, mais je pense qu'on est le seul à le faire, et par ailleurs c'est nouveau aussi dans cette campagne, c'est de montrer, de donner la parole à des meneurs et meneuses de lutte, à des écrivains, à des artistes. Et c'était montrer cette diversité qu'il y a dans l'Union populaire. Et puis voilà, il n'y a pas de censure, quoi. Chacun vient et porte la parole qu'il a envie de porter dans cette campagne-là, y compris dans ces grands meetings du week-end avec Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a aussi toutes les réunions publiques qui ont été faites en région, sans le candidat, sans Jean-Luc, et qui ont été assurées en partie par ces membres du Parlement de l'Union populaire, quoi. C'est ce qui fait qu'on a eu 80 réunions hier et avant-hier partout en France. Voilà, donc on les a mis au travail, quoi. Et les réseaux sociaux, là, il y a des streamers qui sont dans le Parlement de l'Union populaire, voilà. Il y a qui les streamers? Benoît Timarche, je crois, là, tout à l'heure, j'ai fait un stream avec lui. Bon, bref, voilà, mais il y en a plusieurs. Il y en a d'autres. Il y a des artistes comme Sophie de la Rochefoucauld, en fait, elle est là, c'est marrant, elle nous a tous fait des formations à des prises de parole en meeting. Je peux dire que même moi, ça m'était vachement utile. Hein, donc, voilà. Tu poussais un peu la voix. T'as vu, je la sentais trop. Bah, maintenant, t'as vu, j'ai une voix super grave, ça se s'entend. Hein. Et alors, cette campagne, globalement, elle est à la hauteur de vos attentes. Vous avez pu caser des trucs. Les relations aussi avec les autres candidats sont pénibles parfois, j'imagine. Comment ça s'est déroulé? Alors moi, les relations avec les autres candidats, je les vois pas, je t'assure, parce qu'on a ce parti pris, je pense tous, hein, de se dire, on trace notre route et on rassemble dans le Parlement de l'Union populaire et on est dans une campagne positive. Et on n'a pas envie d'être dans le bac à sable, j'ai envie de dire. Et on se bat contre la droite et l'extrême droite et c'est ça qui compte, quoi. Donc ça, pour le coup, je pense qu'on n'a pas du tout eu cette impression d'être enquiquiné parce qu'il y avait D'abord, dans le Parlement de l'Union populaire, il y a une super ambiance. Je ne sais pas si vous le sentez, là, les streamers et voilà, mais... Oh bah nous, moi je suis à la maison, là, je connais tellement plein de monde, donc ça va, en effet, il y a une bonne ambiance. Ouais. Oui, je parlais de la campagne et elle a été difficile, la guerre en Ukraine, machin. Il a fallu réagir vite. Enfin, vous devez être épuisé aussi. Bah, on est épuisé, mais en même temps, tu sais, en plus, la plupart d'entre nous, on a notre boulot. Enfin, bon, il y a les députés qui ont leur boulot à côté, mais nous, on a notre boulot. Moi, je suis prof, hein, donc voilà, on continue tous notre boulot par ailleurs.
Mais en même temps, c'est vachement prenant, mais c'est vachement porteur, t'imagines. Enfin, on fait que, je veux dire, il y a une super belle dynamique d'ouverture, de rassemblement. Et là, franchement, je fais pas de langue de bois. Vraiment, je m'éclate dans cette campagne. Je suis pas la seule, je pense. Et si on est tous à fond, c'est aussi qu'on s'éclate. Que, toi, j'en parlais. C'est marrant. Je raconte souvent ça. J'en parlais avec Émeric Caron, tu vois, qui défend le droit des animaux, tout ça. Et tu vois, dans ce Parlement, tu te retrouves avec Émeric Caron qui est pour l'abolition de l'élevage. Et là, il m'en a parlé il y a quelques jours. Il se retrouve en première partie de meeting avec André Bouchu, un des responsables de la conf paysanne, un ex-responsable qui est lui pour un autre élevage et qui a priori, tu vois, c'est pas du tout les mêmes lignes quoi, sur l'élevage. Et il dit mais voilà, on a su aller au-delà de ça et puis chercher une route commune vers la diminution de la consommation des produits animaux. Ben, j'en ai un exemple, mais en fait ce Parlement, il nous a permis aussi de nous ouvrir en fait à d'autres approches, c'est-à-dire que oui, on trouvera toujours des toutes petites différences entre nous en fait. Mais il y a un moment, il faut qu'on se dise qu'on va dans le même sens et puis on accepte de ne pas être d'accord avec les 694 mesures jusqu'au bout de la ligne du programme de l'avenir en commun. Ce qui compte, c'est ce qu'on construit ensemble, ce qu'on fait bouger ensemble. Et on s'est éclaté quoi. Franchement, on a fait des séances plénières du Parlement de l'Union populaire au POI, c'était quand même assez drôle dans les locaux du POI. Le POI qui soutient, je crois, la candidature. Ouais. Et puis il y a des membres du POI dans le Parlement, mais tu vois, en même temps, tu retrouves des écologistes, des communistes, des trotskistes, des gens comme moi qui viennent vraiment de l'altermondialisme, des gars comme Émeric Caron qui sont encore d'une toute autre culture. Tu as des cultures militantes si tu veux, mais qui sont super différentes et en même temps tout le monde se retrouve là pour bosser ensemble et pour défendre la candidature de Jean-Luc, pour défendre l'Union populaire. Et franchement, ça pose des jalons pour la suite qui, pour moi, sont géniaux, quoi. Donc l'équipe s'est enrichie autour de Mélenchon, c'est pas seulement le petit cercle qu'on connaissait, les insoumis historiques, tu veux dire que ça a même construit quelque chose autour avec de nouveaux gens, ça a agrégé, ça a redonné vraiment un souffle à l'équipe historique qu'il a depuis le PG aussi et qui l'a suivi tout le long. Ah oui, je pense qu'il y a clairement, pour le coup, je pense que l'Union populaire n'est pas la FI, qu'il y a une vraie ouverture, un vrai élargissement qui a été réussi. Tu vois, une fois j'en parlais avec Plenel, il le disait lui aussi, qu'on a réussi quand même cet élargissement, ce rassemblement sur la base des luttes en particulier, en partant des luttes, en se disant on va pas y arriver en agglomérant des têtes d'appareil, pour être clair, donc on va le faire autrement, on va le faire par les luttes, par ceux qui résistent aussi dans les pensées critiques, dans la culture et les arts. Et par des gens qui sont un peu des figures, des têtes de réseau, qui ont une légitimité dans ce monde-là, mais en même temps ça percole, c'est-à-dire que moi là, j'ai fait quand même pas mal de réunions, j'ai dû faire une vingtaine de réunions publiques dans une vingtaine de villes, et ça percole, c'est-à-dire que ça prend au niveau local. Tu vois, il y a même des gens qui veulent faire des parlements locaux. Et pour moi, on a réussi ça, mais aussi, il faut le dire, parce que avec les historiques de la France insoumise, moi, quand je suis arrivée le 5 décembre au meeting et que j'ai fait mon coming out, tu vois, il y a un mot qui m'est sorti que j'avais pas préparé, qui est le mot famille, quoi. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est quand même la famille. Moi, quelqu'un comme Éric Coquerel, je veux dire, j'ai fait. Tu vois, il vient dans les comicos quand on a des copains au commissariat en garde à vue. On a fait les piquets de grève sur les retraites. On a fait ensemble la marée populaire et le manif du 12 juin. Donc, si tu veux, il y a des choses un peu naturelles qui se font parce qu'on a mené des luttes ensemble aussi, tu vois. Voilà. Disons, il n'y a pas la FI d'un côté, puis tout à coup arrive l'avant-garde, quoi. L'après-garde. Qu'est-ce qui mobilise le plus? Qu'est-ce qui marche le mieux? C'est de faire peur avec la droite et l'extrême droite, avec la droite c'est de parler de climat. Qu'est-ce qui a pris, qui fait qu'aujourd'hui on en est à apparemment le dernier Rolling Cluster 17 était à 18% avec Marine Le Pen à 21%, c'est-à-dire c'est jouable. Qu'est-ce qui a fait que ça a pris? Alors d'abord c'est jouable, je veux le redire, c'est que l'extrême droite est souvent surcotée. Moi j'en peux plus des discours que je peux entendre ici et là, ouais c'est foutu machin, pas du tout. On peut aller au second tour dimanche et on peut gagner ensuite. Et moi on peut faire barrage là dès dimanche quoi. Et l'espèce de défaitisme à gauche qui, tu vois, excuse-moi, mais de beaucoup d'intellos bourgeois, je n'en peux plus quoi. Donc là, on va au carton, on y va. Enfin non, justement, on va pas au carton. On va à la bataille jusqu'à dimanche. Et voilà, et jusqu'à dimanche, on y croit, quoi. Et ensuite, on y croit pour les 15 prochains jours. Bon, ça, c'est... Alors après, c'est une bonne question. Sur quoi on cible? Moi, j'ai pas de réponse à ça, parce que je pense qu'il y a des milieux, ça prend sur l'écologie.
Parce que oui, je pense que le vote écologiste, pour moi, c'est le vote Mélenchon aujourd'hui. C'est-à-dire non seulement c'est lui qui peut l'emporter, mais c'est une écologie radicale qui assume jusqu'au bout, y compris la désobéissance aux règles européennes. Je te donne un exemple, hein, mais si on veut plus bouffer de pesticides, moi, il faut m'expliquer comment on fait, si ce n'est, je ne sais pas comment on fait, sans refuser d'importation des produits aux frontières européennes, sinon françaises. Et l'Union européenne ne va pas l'accepter, donc ça veut dire aux frontières françaises. Et donc ça veut dire qu'on désobéit, vraiment, on désobéit au droit commercial européen, c'est-à-dire le pilier de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne. Donc nous, on assume de désobéir jusque-là. Voilà. Et donc pour moi, ça n'est que du droit commercial. C'est-à-dire qu'on a vu d'autres bouleversements là récents, le Covid, la guerre, qui changent aussi beaucoup de règles. Là où ils nous disaient que c'était un édifice qu'il fallait absolument pas commencer à entamer parce que c'était dangereux, parce que sinon... Et voilà, et du coup, nous, c'est vraiment cette idée qu'à bas le défaitisme, quoi. Stop de penser qu'on sera toujours perdant, y compris dimanche. On peut l'emporter, et une fois qu'on l'emporte, eh ben, on peut désobéir aux règles européennes, on peut désobéir à l'OMC, on peut, comme tu le dis, désobéir au droit commercial, au nom des besoins humains, écologiques et sociaux, quoi. Voilà. On ne fera pas comme la Pologne pour désobéir, pour piétiner les droits de l'homme et de la femme. Mais on le fera pour les besoins écologiques et sociaux. Donc ça, c'est voilà. Donc ça, c'est l'écologie pour moi. Mais il y a déjà un vote écologique à aller chercher. Ça, c'est clair. Et ensuite, je pense qu'il y a évidemment le barrage à l'extrême droite. Bon, moi, je le rappelle souvent parce que moi, une des raisons vraiment pour laquelle je suis venue dans l'Union populaire, c'est cette fameuse manif du mois de mai dernier, où tu as l'appel de certains syndicats de policiers sur des mots d'ordre ultra sécuritaires. Tu as une manif organisée où on sait que toute l'extrême droite et les grandes figures vont aller manifester, on le sait 2 jours à l'avance. Et putain, tu as quand même des leaders de la gauche et de l'écologie qui s'y rendent pour manifester, quoi. On parle de Fabien Roussel, Yannick Jadot, on en passe, et des meilleurs. Moi, ce jour-là, je me suis dit, je ne peux pas aller derrière quelqu'un qui, ce jour-là, y est allé. Et on peut dire ce qu'on veut de Mélenchon et de la France insoumise et aujourd'hui de l'Union populaire, ils n'ont jamais transigé avec ces valeurs fondamentales. Et moi, c'est à cette gauche-là que je crois, on restaurera l'idée de gauche et l'envie de voter à gauche avec une gauche de rupture. Pas avec une gauche qui s'aplatit devant l'extrême droite à la moindre difficulté. Voilà. Et il y a encore des bonnes volontés aussi à agréger, y compris dans ces partis. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais reçu en stream Elsa Faucillon qui avait fait une tribune pour dire qu'elle n'était pas d'accord avec la présence de Fabien Roussel là-bas. Je pense à Elsa Faucillon, je pense à Sandrine Rousseau, avec qui je veux parler aussi à cette époque-là. Une petite déception quand même qu'elles n'aient pas rejoint l'Union populaire, des figures comme ça. Mais j'ai envie de dire, l'avenir s'écrit avec elles. Voilà, donc les copines, est-ce qu'on se connaît bien? Voilà, je suis convaincue qu'on poursuivra l'aventure ensemble. Il n'est pas trop tard, Sandrine, un petit tweet, un petit truc, allez, t'es plus à ça près, ils t'ont tellement pourri. Franchement, Sandrine, si tu nous regardes, tu es bienvenue, tu peux passer dans la soirée là, en plus elle connaît les locaux, elle est déjà venue à Backseat. Ça va, tu penses qu'après ça va se décanter, c'est-à-dire ils vont au bout de leur logique à la fois de leur logique de parti, etc. Je pense que Sandrine Rousseau, elle est tenue par, elle veut pas faire une Manuel Valls, elle veut pas faire ce qu'a fait François de Rugy, elle veut pas faire, et il y en a pas mal des gens qui se sont barrés d'Europe Écologie Les Verts pour aller voir là où l'herbe était plus verte, en l'occurrence chez les macronistes. Mais elle dit bon bah non, apparemment je veux dire qu'aussi la fidélité en politique et tenir sa parole, ça veut dire quelque chose, donc je reste jusqu'au bout. Mais c'est vrai que ça paraît pas, ça paraît. Ah, au bout d'un moment c'est bon là, il y a les fachos qui sont enfin bon voilà, bon moi je dis ça comme ça, mais on en reparlera. T'as dit que la suite de l'histoire s'écrivait avec des figures comme Sandrine Rousseau et Elsa Faucillon. Je pense, voilà, en tout cas c'est ce à quoi je crois. Après moi je respecte les choix de chacun et voilà, simplement ça m'empêche pas de dire que d'essayer d'appeler tout le monde vraiment à voter Jean-Luc Mélenchon ce dimanche pour faire d'abord barrage à l'extrême droite, ça ok, mais surtout parce qu'on porte une belle bifurcation sociale, écologique et démocratique. Il y a une vraie ouverture, un vrai rassemblement, que cette campagne elle est collective. D'abord je pense que on a fait sans doute pour moi on a fait la plus belle campagne, je suis désolée, mais on s'est battu pour avoir des réunions des meetings les plus remplis possible et ça a marché. Le plus de meetings possible, on en est à 400 réunions publiques
à 40 millions d'affiches, de tracts, à 4 millions d'affiches. Enfin bref, je vous passe les chiffres, mais c'est pour vous montrer que voilà, pour moi, on a fait une vraie campagne populaire qui donne envie de faire de la politique au sens noble du terme. Donc moi, je suis très heureuse voilà, d'avoir rejoint aujourd'hui l'Union populaire. Je me suis éclatée dans cette campagne. Je pense qu'elle va encore durer 15 jours. Pour ce qui concerne les présidentielles, puis après on va aller sur les législatives. Est-ce que tu as une circo? Mais moi, ça fait bien avant le Parlement de l'Union populaire. En fait, voilà, je vais me présenter chez moi, voilà, au Lilas. C'est où ça? Au Lilas, t'as dit? Voilà. Oui, je savais pas où c'était chez toi. Lilas, Noisy, Romainville. Bon. Donc tu veux dire, je suis pas parachuté, je vais là d'où je suis, quoi. Bah dans le 93, la Seine-Saint-Denis, à laquelle je suis attachée, parce que j'y habite depuis 15 ans, et parce que c'est un département qui cumule, tu sais que moi me suis toujours battue pour relier l'écologie et le social, et dans plus jamais ça. Et pour moi, le 93, c'est le département qui cumule puissance 10 les inégalités sociales et environnementales. C'est-à-dire que c'est là où il y a le taux de pauvreté le plus important en France, mais c'est aussi là où il y a quasiment plus d'espace vert, où on subit l'air ultra pollué, les sols pollués qui n'ont jamais été dépollués, les aéroports pour les riches. Je peux vous dire que quand vous allez à Saint-Cloud ou Neuilly-sur-Seine, ben, c'est pas la même ambiance, le même cadre de vie. En fait, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, on va peut-être passer aux questions du chat, et après nous on va aller prendre l'apéro, je pense. Ouais, bah c'est vrai que du coup j'ai mon verre, mais, mais j'ai pas commencé le verre. Non. Très bien, c'est raisonnable. Donc, alors ils sont sur les hydroliennes hein, à fond, ça a bien marché les hydroliennes, ça imprime. Hein. Les gens veulent des hydroliennes. Des hydroliennes partout, dans la moindre rivière, c'est possible ça? Ça a imprimé les hydroliennes, non? En tout cas, le 100% d'énergie renouvelable, moi je suis pas spécialiste des hydroliennes. Non, si j'ai un message à faire passer quand même, pour moi c'est l'écologie populaire, quoi, puisque je viens d'en parler. C'est un programme où on met en avant les cantines 100% bio, locales, gratuites pour tous les enfants de France, pour tous les gosses de France, la rénovation thermique de tous les logements, enfin stop aux passoires thermiques, le fait aussi qu'on va créer, on va garantir le plein emploi, en tout cas tous ceux qui veulent un emploi digne, voilà, auront un emploi et notamment grâce à la bifurcation écologique. C'est un peu le Green New Deal avec l'État qui est employeur en dernier ressort. Alors tu sais, il y a différentes nuances, c'est comme c'est 50 nuances de Grey. Il y a 50 nuances de Green Deal. Nous, c'est peut-être la nuance la plus radicale, mais celle qui est portée quelque part par Ocasio-Cortez aux États-Unis, c'est-à-dire voilà, qui passe par une très forte planification écologique et une remise en cause des logiques une remise en cause des fondements du capitalisme, qui est la seule manière de mener ce Green Deal radical. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans nos baignoires? Ils veulent des hydroliennes partout, dans les baignoires et tout, c'est pour ça. Dans le canal de l'Ourcq. On veut manger sur les pistes cyclables, on veut manger du riz. Et vive les hydroliennes. Et les tyroliennes aussi maintenant, pourquoi pas. Alors est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou ils disent juste des conneries? Et toi Usul, tu vises un ministère ou une circonscription? Que dalle, moi que dalle. Ah oui, moi je réponds toujours que la politique, moi je vois les trucs comme les politiques ça va, ça vient, El Kabash et Duhamel ils sont toujours là. Et ils en ont vu passer des politiques, donc moi je reste dans mon commentariat. Ah ouais. Et puis chacun son job dans la lutte, je sais pas comment dire ça, moi je crois dans la complémentarité des tactiques, je l'ai dit, donc Usul il fait quelque chose, moi j'en fais un autre, les copains des syndicats et des assos ils en font un autre, et c'est grâce à tout ça que nous l'emporterons un jour. Et que nous renverserons le système, Usul. Mais c'est certain, mais toi, comme tu disais, hein, on est de la génération qui a connu que les métamorphoses néolibérales qui se sont enchaînées. Hier, je disais, je sais plus, je crois que c'était avec Samuel Gribowski, je disais, ah non, je sais plus avec qui c'était. Moi, je suis de 85, moi. Et je dis... T'es encore pire connu, t'as même pas connu 80. Non. Ah oui, si, je sais, c'était avec Sébastien Abdelhamid qu'on se disait ça. On se disait qu'on nous a vendu quand on était petit une France où il y a la sécurité sociale, où il y a l'école gratuite pour tous les enfants qui travaillent, une France qui travaille à l'égalité en fait, et qui a des institutions pour ça. Et en fait, elles ont été grignotées. Ma mère était dans la fonction publique et elle a vu arriver le New Public Management. Elle a vu les postes se supprimer. Elle, c'était dans le social en plus, c'était celles qui aident les gens, les assistantes sociales, etc. dans le conseil départementaux, voilà, qui dépendait du conseil général à l'époque, on appelait ça. Et voilà, de moins en moins de postes. La moindre assistante sociale devait couvrir au fur et à mesure un territoire plus vaste à elle toute seule, tout en étant évaluée sur son efficacité, donc avec des nouveaux critères qui sont venus. New Public Management, ensuite la révision générale des politiques publiques sous Sarkozy, enfin tout ce qu'on avait de social, dont on pouvait être fier, qu'on pouvait avoir... On se dit ça crée du commun ensemble. Ça a été, on a vu ça se faire grignoter
par petites touches, mais par coup de boutoir, en vrai, ils ont essayé un max. Et Macron est toujours dans cet esprit-là. Et c'est vrai que revoir un moment où on change de logique, parce que ça c'est vrai aussi sur les gouvernements de gauche, même Lionel Jospin, voilà, à grignoter les services publics. On a vu des services publics devenir des entreprises privées. On a vu la destruction de France Télécom avec les dégâts sociaux, humains qui sont allés avec. On a vu la destruction de la Poste, etc. Orange, bien sûr. Et Engie, enfin, l'EDF, qui était quelque chose, l'EDF. Je sais pas s'il y en a dans le chat qui savent que les salariés d'EDF, c'était quelque chose. Quand tu avais tes parents à EDF, il y avait une bête de CE, c'était des avantages de partout, un vrai statut, machin, électricien, gazier, ils ont tout salopé, quoi. Et je parle même pas des cheminots. Enfin, quelque part, ce que tu dis, c'est que l'aboutissement pour moi, c'est McKinsey, quoi. Parce que pourquoi il y a aujourd'hui des cabinets, pourquoi on fait appel, ça va ensemble, c'est-à-dire on fait appel à des cabinets de conseil pour venir faire du conseil sur l'éducation, sur les enfin, l'évaluation de l'éducation nationale. Putain, si on n'avait pas désossé totalement la fonction publique, on serait capable. Alors on l'est toujours si tu veux, mais il va falloir quand même sacrément reconstruire. En même temps, ils détruisent un appareil d'État qui devrait faire cette évaluation. C'est pas au cabinet de conseil de nous évaluer, nous les profs et tout ça. C'est à l'administration publique en lien avec les chercheurs. Moi je suis dans la recherche publique. Pourquoi on ne fait pas appel à nous pour venir évaluer, pour venir analyser ce que devient l'éducation nationale? Il y a plein de chercheurs qui bossent sur l'éducation nationale. Tu vois, des Laurence Decoq, tout ça, ils seraient, quand même, on pourrait les mettre... voilà. Nous, on fait appel à McKinsey parce qu'on a désossé totalement l'administration publique. Et donc, plus on tue l'administration publique, plus on va faire appel ensuite à des cabinets privés. Donc, ce qu'on nous enlève d'un côté, on va le mettre dans le privé, quoi. Donc, Puis en plus, c'est des cabinets de conseil qui sont jugés partis. Bah, bien sûr. Et puis, alors, ce qui est quand même hallucinant, donc... c'est de faire une évaluation sans demander le point de vue des parents d'élèves, des enseignants, etc. Donc pour moi, ça devrait être l'administration publique qui va demander aux chercheurs de la recherche publique, qui, comme tu le dis, n'ont pas ces intérêts. Voilà, dans la recherche publique, on est payé comme fonctionnaire, mais on est indépendant, si tu veux. Et c'est ça la recherche publique. Donc c'est à nous normalement de faire ce genre d'évaluation en allant demander aux parents d'élèves, aux enseignants, à tout le monde, à toutes les parties prenantes, ce qui pensent de l'évolution de l'éducation nationale. Mais non, on va chercher un cabinet privé. Bah voilà, pour vous dire que moi, comme je suis fonctionnaire, je suis très attachée à ça. Si tu veux, je vois la fonction publique qui est en train d'être massacrée. Et alors quand je vois Macron nous annoncer que maintenant chez les profs, on va nous faire du recrutement sur profil, que les directeurs d'établissement vont pouvoir virer des profs, vont pouvoir décider de leur salaire en fonction de leurs compétences et de leur performance. Si tu veux, c'est la fin de l'école publique telle qu'on la connaît, quoi. C'est un des trucs qui me fait le plus peur. Ouais. Moi, c'est ce qui me fait plus peur, honnêtement. Ouais, ça, alors après, en tant que chercheur... C'est ça, c'est quand on se dit, on a connu l'école publique pour tous, et puis même ça, il y a des expérimentations en cours à Marseille. On va avoir des établissements mis en concurrence les uns avec les autres, et très très vite, en fait, ils vont se ranger, il va y avoir un classement, et très très vite, les bourgeois vont aller tous dans le même, et les autres n'auront pas le choix, ils iront tous dans l'autre, et on va avoir, c'est déjà le cas avec le privé, mais cette logique qui va s'en prendre, il y a déjà ça avec le privé, mais... Puissance 10, ce que tu décris toi, ça sera puissance 10, évidemment. Voilà ce qui est. Alors dans la recherche, je suis désolée, je fais juste un mot là-dessus, parce que je suis chercheuse, et vraiment, quand j'ai entendu Macron nous expliquer que pour développer la recherche fondamentale, il fallait qu'on se mette un peu plus en compétition encore. Je ne sais pas comment on peut être plus en compétition que ce qu'on est là. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller pleurer, de faire de remplir dossier sur dossier pour avoir 3 sous pour faire un tout petit peu de recherche. Enfin, vraiment, quand il nous dit qu'il va encore approfondir cette logique-là, mais c'est une catastrophe. Et je leur dis, la crise du Covid, il y a quand même plein de chercheurs d'épistémiologie, tout ça, je sais plus comment dire. Épidémiologie, pardon, je suis fatiguée. D'épidémiologie et qui ont expliqué qu'en fait, dans les années 2000, ils auraient voulu faire plus de recherches, notamment sur les virus qui sont en cause aujourd'hui. Qui n'ont pas pu le faire, et que peut-être si on avait mis davantage de moyens dans la recherche publique plutôt que pour la distribuer au privé par le biais du crédit impôt recherche, et ben peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Je dis pas, peut-être qu'on en serait là. C'est sous Hollande ça, le crédit impôt recherche. Exactement. D'ailleurs, dernier mot quand même, pour moi, si la gauche elle en est là, si on a autant de difficultés à gauche, pour moi c'est Hollande et son quinquennat qui en sont notamment responsables, parce quand on a autant galvaudé
l'idée de gauche, quand on se disait de gauche qu'on a fait autant une politique de droite, et ben oui, forcément, les gens, ils savent plus trop ce qu'est la gauche et ce qu'est la droite et s'il y a encore une gauche dans ce pays. Donc là, notre énorme enjeu... T'es d'accord avec Jean-Luc Mélenchon quand il dit s'il y a encore une gauche dans le pays, c'est grâce à ce qu'on a fait, sinon on serait peut-être en lambeaux comme en Italie? Tu penses que c'est vrai ça? Bah, il dit, d'ailleurs, attention, il dit c'est grâce à ce qu'on a fait, il dit pas que la France insoumise, il dit aussi, par exemple, il parle souvent d'attaque en disant, bah voilà, 2005, la bataille contre le traité constitutionnel européen, puis tout ce qui a été fait dans les mouvements sociaux, plus effectivement ce qui a été fait dans cette gauche radicale, voilà, des mouvements politiques. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui on reconstruit une vraie gauche, une gauche de rupture qui redonnera l'envie de voter et de penser à gauche. Donc on a, voilà, au-delà de, il faut qu'on gagne évidemment là, et puis ensuite on a un énorme boulot de long terme pour reconstruire cette gauche, mais on n'a pas vraiment le temps. Vous savez que le rapport du GIEC dit qu'on a 3 ans pour changer le système, hein, clairement, avant que ce soit irréversible. Donc là, ça joue dimanche. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit son, il y avait des problèmes de son? Ah. Non, non, c'est bon, hein, on est d'accord. Bon, bah très bien, bah, on va peut-être s'arrêter là. Hein? Salut les copains, il vous reste 3 jours pour convaincre votre beau-frère, votre belle-sœur, la mamie, tout ce que vous voulez, mais votre voisin et tout ça, mais voilà, il nous reste 2 jours et demi, c'est ça. Voilà. Ouais, bah nous en tout cas il nous reste plus beaucoup de temps avant de plus rien pouvoir dire parce que je crois qu'à 21h on est censé arrêter tous de streamer pour basculer sur la... Oui, j'ai la soif, oui, l'apéro. Bah oui, non, moi j'étais sage toute la journée, au bout d'un moment c'est l'heure de l'apéro, je stream depuis midi moi. Et je crois qu'à 21h, on bascule pour Allô Mélenchon. Ils font un truc spécial avec Jean-Luc. Et puis à minuit, il faut que tout s'arrête parce que c'est la loi. Voilà. Salut donc tout le monde. merci. Allez, ciao, ciao. Et on va gagner. Voilà, et hasta la victoria siempre. Voilà. Et les mamies sont pas faciles, ouais, c'est vrai. Avec convaincre, pardon. Ah oui, oui, non. Ah bah oui, les vieux, c'est chaud. Ouais. Je l'aurais pas dit comme ça. Mais... Non, mais est-ce que peut-être sur nos parents, mobiliser le souvenir de 81, ou ça marche ça ou pas Ah, j'ai pas tenté, parce que mes parents, enfin ma mère vote à gauche, donc... il n'y a pas besoin, ouais. Pardon. Donc du coup, voilà. Et puis par contre, le reste de ma famille, je crois que c'est tellement à droite que j'ai laissé tomber. Mais pour tous ceux qui ont des gens hésitants autour de soi, bah, ça dépend de la personne. Hein. Il y a plein de... Mais il se trouve qu'on n'est pas seulement anti-extrême droite, on porte voilà, plein de choses du point de vue écologique, social, démocratique. Donc bref, faites-vous confiance, Faites confiance à Jean-Luc. À l'Union populaire. Faites-vous confiance pour trouver les bons arguments. Voilà. Ah oui, d'accord, très bien. Bon, et ben je te rejoins, moi je dis au revoir, je coupe, et puis peut-être faut raider quelqu'un là, qu'est-ce qu'il y a? Ah bon, on va raider Mélenchon 2022, qu'est-ce qu'il branle sur Mélenchon? Multistream géant de fin de campagne, début Twitch, qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'il fait? C'est Hugo, je sais pas ce qu'il fait. C'est Hugo ça. Ouais. Oui, c'est Hugo, il est juste là. Et c'est ça le multistream. Ouais. Voilà. Et là, du coup, je vais les envoyer sur la chaîne de Mélenchon 2022. Je sais pas ce qu'ils font sur Mélenchon 2022. Moi sur Hugo, on va voir Hugo. Ah, tu veux? Non, j'en sais rien. Non, je vais envoyer sur Mélenchon parce que je crois que c'est là qu'il y aura le Allô Mélenchon après. Et c'est dans 1 heure. C'est maintenant. Maintenant, hein. Mélenchon, non, je crois que c'est dans 1 heure, mais bon, est-ce que je vais trouver le truc? Ok. Ouais, c'est pas mal. Non, je sais pas. Ah mais oui, ils sont en train de faire une émission, il y a Clémentine Autain, je sais pas ce qu'ils font, très bien, ok, très bien. Bon, ça discute sur le plateau du fond, là. Très bien. Ok. Bon, c'est la dernière ligne droite, mais c'est la dernière ligne droite pour tout le monde. Nouveau jeu du Discord insoumis, ah oui, il me l'a expliqué. Il y a un jeu des Discord insoumis? Ouais. Il m'a expliqué tout à l'heure. Il faut pousser le programme de l'avenir en commun jusqu'à la victoire. D'accord, très bien. Avec la tortue Sagas. Ok, il faut donner du pognon en gros, non? Non, faut faire quoi? Non. Il y en a qui donnent du pognon. Alors pas chez moi. Là c'est pour l'avenir en commun. Ou c'est pour le rembourser les frais de campagne. J'en sais rien. Tu vois. Si, il y a toujours besoin de compte. Oui. Les partis politiques, tout ça, défiscaliser, tout ça, j'en sais rien. Ok, bon, bah bonne soirée, amusez-vous bien. Et moi, je lance le raid. Ciao. Salut tout le monde.